La nuit était tombée depuis longtemps sur le petit quartier tranquille de Saint-Valérien. Un quartier où chaque maison semblait connaître son voisin depuis des générations, où la routine douce et sécurisante de la vie quotidienne éloignait toute idée de danger. Pourtant, ce soir-là, quelque chose de terrible allait se produire. Sophia, une fillette de 8 ans, à l'imagination débordante, dormait paisiblement dans sa chambre tapissée de dessins colorés. Lila, sa poupée de chiffon préférée, était fermement serrée contre elle. Pour elle, tout était encore simple, innocent. Sa vie tournait autour de ses jeux, des histoires que lui racontait son père, Marc, et des câlins réconfortants de sa mère, Hélène, lorsqu'elle rentrait du travail à l'hôpital. Mais ce soir-là, son sommeil fut interrompu brutalement par un son déchirant, le hurlement strident d'une sirène de police. Elle ouvrit les yeux, le cœur battant, les oreilles bourdonnant d'un mélange de peur et de confusion. Les lumières rouges et bleues clignotaient par intermittence à travers les rideaux de sa chambre. Elle se redressa, agrippant Lila comme un bouclier contre l'inconnu. En descendant les escaliers sur la pointe des pieds, Sophia entendit des voix graves, autoritaires, et le ton paniqué de son père. Lorsqu'elle atteignit le bas des marches, elle vit Marc, les poignets menottés, entouré de 2 policiers au visage fermé. Sa mère, pâle comme un drap, essayait désespérément de faire entendre raison aux agents. « Vous vous trompez, il était ici, toute la soirée avec notre fille », protesta Hélène, sa voix déformée par la peur. « Les preuves sont accablantes, madame », répliqua l'un des policiers d'un ton neutre. « Nous avons retrouvé le portefeuille de votre mari dans le jardin de la victime, et ses empreintes digitales sur la poignée de la porte arrière. »« Mais c'est impossible », balbutia Hélène. Les larmes montèrent aux yeux de Sophia, tandis qu'elle voyait son père se faire emmener de force. Il se tourna une dernière fois vers elle, son regard rempli de douleur et d'incompréhension. « Tout ira bien, ma puce », murmura-t-il avant de disparaître dans la nuit froide. Ce fut la dernière fois qu'elle vit son père en homme libre. L'instant d'après, un silence oppressant envahit la maison, lourd et implacable. Hélène s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. Sophia, quant à elle, restait debout, figée, les doigts crispés sur sa poupée. Quelque chose en elle venait de se briser. Les jours suivants furent marqués par la confusion, l'injustice et la peur. Les voisins parlaient, chuchotaient dans son dos. À l'école, les enfants la regardaient avec une méfiance froide, certains murmurant que son père était un criminel. Mais au fond d'elle, Sophia savait. Elle savait que son père n'avait rien fait de mal. Et si personne ne la croyait, elle allait devoir prouver son innocence par elle-même. Un soir, alors que sa mère dormait enfin après une journée épuisante de démarches juridiques et d'appels téléphoniques, Sophia attrapa un petit carnet bleu qu'elle utilisait d'ordinaire pour dessiner. Elle nota chaque détail qu'elle se souvenait de cette nuit-là, chaque mot, chaque geste. Elle allait faire éclater la vérité, peu importe le temps que cela prendrait. Depuis l'arrestation de son père, la vie de Sophia avait changé du tout au tout. L'école, autrefois un refuge joyeux, était devenue un lieu hostile. Les enfants l'évitaient. Certains la dévisageaient avec un mélange de crainte et de mépris. D'autres murmuraient dans son dos des mots qui la blessaient, comme des lames aiguisées. La fille du criminel. Mais Sophia, malgré son jeune âge, refusait de se laisser abattre. Lila, sa poupée de chiffon, ne la quittait jamais. Elle la serrait contre elle comme un talisman, un symbole de l'innocence qu'elle devait protéger. Et chaque soir, dans le silence de sa chambre, elle écrivait dans son carnet bleu. Les jours devenaient des semaines, et l'évidence que personne ne cherchait réellement à comprendre ce qui s'était passé pesait sur son cœur comme un poids insupportable. Sa mère, Hélène, paraissait de plus en plus fatiguée, accablée par la charge de prouver l'innocence de son mari, mais aussi par les responsabilités quotidiennes qui lui incombaient. Une nuit, alors que Sophia tentait de trouver le sommeil, elle se souvenait des paroles de son père. Même lorsque tout semble perdu, la vérité finit toujours par se révéler.
Ces mots résonnèrent en elle comme une promesse. Elle devait devenir les yeux et les oreilles, que personne ne voulait écouter. L'idée naquit d'abord timidement, puis grandit en elle comme une flamme inextinguible. Puisqu'on ne la prenait pas au sérieux, elle allait enquêter par elle-même. Elle commença par observer, discrètement. Elle écoutait les conversations entre sa mère et l'avocat qu'elle avait engagé. Elle écoutait les murmures des voisins, leurs chuchotements remplis de venin. Et surtout, elle écoutait lorsqu'on parlait de l'agression qui avait envoyé son père en prison. Puis un jour, alors qu'elle jouait seule sur la balançoire du parc, elle entendit par hasard une discussion entre deux policiers qui patrouillaient dans le quartier. « Ça me semble étrange, toute cette histoire », disait l'un d'eux d'un ton grave. « On accuse Marc Dupont, mais il n'a aucun antécédent de violence. Et ce qui est encore plus étrange, c'est ces autres cambriolages qui ont eu lieu dans le quartier ces derniers mois. Aucun n'a été résolu. »« Tu crois qu'il y a un lien ?» répondit l'autre sceptique. « Je crois qu'on est passé à côté de quelque chose. Les preuves contre Dupont sont trop parfaites, trop faciles. » Sophia enregistra mentalement chaque mot. Elle savait désormais que quelque chose clochait. De retour chez elle, elle consigna ces informations dans son carnet bleu avec une minutie qui aurait surpris n'importe quel adulte. Si des cambriolages avaient eu lieu, pourquoi personne n'en parlait? Et si son père avait été accusé parce qu'il était l'élément le plus simple à incriminer? Sophia passa les semaines suivantes à espionner les allées et venues des voisins. Elle remarqua un détail troublant. Monsieur Elias, un homme âgé au tempérament renfermé, semblait s'intéresser de près à tout ce qui concernait la maison de Monsieur Vincent, la victime de l'agression. Sophia se souvenait même l'avoir vu réparer la caméra de surveillance de Vincent quelques jours avant que celle-ci ne tombe mystérieusement en panne. Et ce détail-là, personne ne semblait y prêter attention. Son instinct lui soufflait qu'il fallait creuser davantage. Un après-midi, alors que sa mère était sortie faire des courses, Sophia se glissa hors de la maison et se dirigea vers la propriété de Monsieur Elias. Elle le trouva en train de bricoler quelque chose sur sa vieille chaise bancale. « Bonjour, Monsieur Elias », dit-elle avec une voix innocente mais déterminée. « Vous avez réparé la caméra de Monsieur Vincent, n'est-ce pas ?» L'homme leva les yeux, visiblement surpris par sa question. Ses sourcils se froncèrent. « Oui, mais ça n'a servi à rien. Elle était déjà fichue, marmonna-t-il. Sophia hocha la tête, comme si cette réponse la satisfaisait. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il mentait. Il avait touché à la caméra, et peu de temps après, une agression avait eu lieu. Ce soir-là, elle ajouta ce nouvel élément à son carnet bleu. La vérité était là, quelque part, enfouie sous une couche de mensonges et d'erreurs. Et elle était prête à tout pour la révéler. Les jours s'étaient refondus en semaines. Chaque minute passée loin de son père était un supplice pour Sophia. Pourtant, l'idée d'abandonner ne lui traversait jamais l'esprit. Chaque découverte, chaque fragment de vérité consigné dans son carnet bleu renforçait sa détermination. Mais l'isolement devenait difficile à supporter. Sa mère était dépassée par la situation, submergée par les démarches légales, le travail à l'hôpital et les murmures médisants des voisins. Sophia se retrouvait souvent seule, plongée dans ses pensées. La vérité était là, cachée quelque part. Elle devait juste trouver le bon angle pour la révéler. Et pour cela, elle devait continuer à creuser. Un matin, alors qu'elle errait sans but précis autour de la maison de Monsieur Elias, elle l'aperçut en train de discuter avec un homme qu'elle ne connaissait pas. L'homme, grand, mince, avec un regard perçant, paraissait agité. Ses gestes étaient nerveux, comme s'il craignait d'être observé. « Personne ne découvrira rien », murmura Elias. « Le père de cette gamine a déjà été accusé. L'affaire est bouclée. »« Et si elle parle ? » ?»« Qui ? Cette gosse ? Personne ne la prendra au sérieux. Ce n'est qu'une enfant. » Sophia retint sa respiration. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Cette conversation était la preuve qu'elle cherchait. Quelque chose de grave s'était produit, et Monsieur Elias y était impliqué. Elle resta dissimulée jusqu'à ce que l'homme inconnu s'éloigne,
jetant des regards furtifs autour de lui avant de disparaître au coin de la rue. Elias, quant à lui, rentra chez lui d'un pas rapide, ses mains trêmes. Sophia se cacha derrière un buisson et tendit l'oreille. « Je t'ai dit que c'était une erreur, Elias. Si quelqu'un découvre ce qu'on a fait, on est fichu. » Elle resta dissimulée, jusqu'à ce que l'homme inconnu s'éloigne, jetant des regards furtifs autour de lui, avant de disparaître au coin de la rue. Elias, quant à lui, rentra chez lui d'un pas rapide, ses mains tremblantes. Sophia attendit encore quelques minutes avant de quitter sa cachette. Elle sentait une nouvelle énergie l'envahir. Elle n'était plus simplement une petite fille cherchant désespérément à aider son père. Elle était une détective, une observatrice, une chercheuse de vérité. De retour chez elle, elle griffonna fiévreusement dans son carnet. Monsieur Elias est impliqué. Un homme inconnu lui rend visite. Il pense que l'affaire est bouclée. Cette nuit-là, Sophia dormit mal, hantée par ce qu'elle avait entendu. Mais au matin, sa détermination était intacte. Elle devait en parler à l'avocat de son père. Il était le seul adulte qui pourrait peut-être prendre ses découvertes au sérieux. Elle profita d'un moment où sa mère était sortie pour se rendre au petit bureau où l'avocat travaillait. Il semblait épuisé, les yeux rougis par des nuits sans sommeil à éplucher les dossiers de l'affaire. « Sophia, que fais-tu ici ?» demanda-t-il surpris. « J'ai des choses importantes à vous dire », répondit-elle avec un sérieux qui surprit l'homme. Elle lui raconta tout. La caméra de surveillance sabotait, la conversation qu'elle avait surprise, l'inconnu qui semblait travailler avec Elias. L'avocat écouta, d'abord sceptique, puis peu à peu son regard changea. Ce n'était plus un simple sourire poli d'adulte face aux élucubrations d'une enfant. C'était une attention véritable, un intérêt qui grandissait au fur et à mesure qu'elle parlait. « Et vous dites que monsieur Elias parlait d'une affaire bouclée ?» ?»« Oui, et il était sûr que personne ne me croirait parce que je suis une enfant, » conclut Sophia, les yeux remplis de détermination. L'avocat resta silencieux pendant un long moment. Puis, il attrapa un bloc-notes et commença à prendre des notes fiévreusement. « Très bien, Sophia, vous avez peut-être découvert quelque chose d'important. Je vais en parler à la police. Mais vous devez me promettre d'être prudente, d'accord ?» Elle hocha la tête, sentant une vague de soulagement l'envahir. Enfin, quelqu'un prenait au sérieux ce qu'elle avait découvert. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. « Je vais continuer à chercher, » murmura-t-elle. « Alors je vous demanderai de tout noter dans ce carnet, » répondit l'avocat en pointant le carnet bleu qu'elle tenait serré contre elle. « Chaque détail, chaque mot. Il se pourrait que vous trouviez quelque chose qui échappe aux adultes. » Sophia sourit timidement. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentait un espoir tangible. « Je n'arrêterai pas tant que mon père ne sera pas libre. » L'avocat la regarda s'éloigner, impressionné par sa détermination. Il savait que ce qu'elle venait de lui révéler pouvait changer le cours de l'enquête. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que la découverte de Sophia allait déclencher une série d'événements bien plus sombres qu'il ne l'imaginait. Le tribunal semblait désormais être une scène où les ombres et les secrets se confrontaient à la lumière crue de la justice. Alors que l'enquête se poursuivait, les révélations de Sophia avaient jeté un froid glacial sur l'affaire. Mais malgré ces découvertes, la vérité paraissait encore lointaine, enfouie sous des couches de manipulations et de mensonges. Hélène, épuisée par les nuits sans sommeil et le poids accablant de l'angoisse, observait sa fille avec une admiration mêlée d'inquiétude. Sophia passait ses journées à noter des détails dans son carnet bleu, tentant désespérément d'assembler les pièces de ce puzzle infernal. Pourtant, une question continuait de la tourmenter. Pourquoi Robert Ferrand, cet homme d'affaires impitoyable, s'était-il acharné à détruire son père? Les policiers, alertés par les révélations de Sophia, redoublèrent d'efforts pour retrouver Robert Ferrand. Chaque piste menait à une impasse, comme si l'homme avait anticipé chaque mouvement de la justice. Pendant ce temps, Elias était de plus en plus acculé par les preuves. Lors d'un nouvel interrogatoire, il craqua enfin. « C'est Robert qui m'a payé pour faire peur à Vincent, mais... »
Je vous le jure, je n'avais jamais prévu que cela tournerait ainsi, avoua-t-il en sueur, ses mains tremblantes sur la table de la salle d'interrogatoire. Et pourquoi avoir placé le portefeuille de Marc sur les lieux? Demanda l'inspecteur, son regard acéré fixé sur Elias. Robert voulait un coupable, quelqu'un sur qui faire porter le chapeau. Marc était l'option idéale, un homme discret, sans histoire. Personne n'aurait douté de sa culpabilité. Cette révélation glaça le sang de Sophia lorsque sa mère lui en fit part. La fillette savait qu'il ne suffisait pas d'avoir arraché des aveux à Elias. Il fallait encore prouver que Robert Ferrand était le véritable instigateur de toute cette machination. Pendant ce temps, Robert Ferrand s'était retranché dans une maison isolée aux abords de la ville, un endroit qui semblait avoir été soigneusement préparé pour une retraite discrète. La police l'avait repéré, mais craignait qu'une arrestation précipitée ne permette à Robert de détruire des preuves cruciales. Sophia, déterminée à comprendre ce qui poussait un homme aussi puissant à détruire sa famille, se plongea dans les documents que l'avocat de Marc avait rassemblés. Elle découvrit que Robert Ferrand avait eu des affaires louches avec Vincent, des transactions financières douteuses que ce dernier menaçait de révéler. Plus elle avançait dans ses recherches, plus elle comprenait que le mystère s'étendait bien au-delà de l'agression de Vincent. Robert Ferrand semblait être impliqué dans un réseau complexe de fraude et d'extorsion. Mais pourquoi Marc? Pourquoi cet homme paisible et aimant avait-il été pris pour cible? Un soir, alors qu'Hélène et Sophia étaient en train de dîner, le téléphone de la maison sonna. C'était l'avocat de Marc. « Nous avons trouvé Robert », annonça-t-il, la voix empreinte d'une excitation contenue. Mais ce n'est pas tout. Nous avons des documents prouvant qu'il avait prévu d'incriminer Marc depuis le début. Hélène porta une main tremblante à sa bouche. Sophia, elle, sentit une vague de soulagement, mais aussi une inquiétude nouvelle. Si Robert était prêt à aller aussi loin, qu'est-ce qui pouvait l'arrêter désormais? « Que devons-nous faire ?» demanda Hélène, la voix brisée par l'angoisse. « Vous devez venir au tribunal demain. Robert va être confronté aux nouvelles preuves. Cela pourrait tout changer. » Cette nuit-là, Sophia peina à trouver le sommeil. Le doute la rongeait. Et si Robert parvenait à s'en tirer malgré tout? Et si tout ceci n'était qu'un jeu dont elle ne comprenait pas encore les règles? Le lendemain, la salle d'audience était bondée. Robert Ferrand apparut enfin, escorté par des policiers. L'air défait, mais le regard froid et calculateur. L'avocat de Marc présenta les nouvelles preuves avec une précision impitoyable. Les relevés bancaires, les enregistrements téléphoniques, les témoignages d'Elias. Tout indiquait que Robert avait orchestré l'attaque contre Vincent pour masquer ses propres activités illégales. Sophia écoutait attentivement, son carnet bleu posé sur ses genoux. Pourtant, malgré toutes ces preuves, elle avait l'impression que quelque chose manquait. Soudain, une idée jaillit dans son esprit, un détail qu'elle avait noté des semaines auparavant. La montre cassée, celle qui avait été retrouvée dans le jardin de Vincent. Les policiers l'avaient écartée comme preuve trop faible, mais Sophia savait qu'elle détenait une importance capitale. Sophia se leva brusquement, interrompant l'avocat en plein discours. « Monsieur, excusez-moi, mais et si la montre cassée n'était pas celle de mon père ?» Un murmure s'éleva dans la salle. « Explique-toi, jeune fille » demanda le juge, curieux mais indulgent. « Mon père portait toujours cette montre au poignet. Elle n'a pas pu tomber dans le jardin de monsieur Vincent, sauf si quelqu'un l'a volontairement laissée là pour l'incriminer. » Le visage de Robert devint livide. L'avocat se tourna vers lui, le regard perçant. « Monsieur Ferrand, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?» L'audience était suspendue dans une tension électrique. Chaque regard était tourné vers Robert Ferrand, dont le visage, habituellement impassible, trahissait maintenant une inquiétude qu'il ne parvenait plus à masquer. Sophia avait frappé juste. La montre cassée, retrouvée dans le jardin de Vincent, n'était pas seulement un détail. C'était la clé qui permettait de comprendre l'ensemble du plan diabolique orchestré par Robert Ferrand. Robert resta silencieux. Le piège venait de se refermer sur lui. Devant l'insistance du juge, Robert finit par céder.
Son masque de froideur se fissura. Oui, j'ai placé cette montre dans le jardin. Mais vous devez comprendre, je n'avais pas le choix. Vincent menaçait de tout révéler. Révéler quoi? Demanda l'avocat de Marc d'une voix tranchante. Nos affaires, nos transactions. Il m'a fait chanter pendant des mois. Je ne pouvais pas le laisser ruiner ma réputation. La salle d'audience était muette, suspendue aux lèvres de l'accusé. La salle d'audience était muette, suspendue aux lèvres de l'accusé. Pour la première fois, Robert Ferrand admettait publiquement son implication dans cette affaire sordide. Mais Sophia, attentive aux moindres détails, savait que la confession de Robert n'était qu'une partie de la vérité. Il y avait encore trop de zones d'ombre. Hélène, le visage pâle mais déterminé, se pencha vers l'avocat. Est-ce que cela signifie que Marc est innocent? Cela renforce notre défense, mais il nous faut des preuves plus solides pour qu'il soit officiellement acquitté, répondit l'avocat, l'air préoccupé. Sophia, qui écoutait attentivement, se redressa sur son siège. Je pense qu'il y a encore quelque chose que nous n'avons pas découvert. L'avocat la regarda, avec un mélange de curiosité et d'espoir. Explique-toi, Sophia. Robert a admis qu'il a placé la montre dans le jardin pour faire accuser papa. Mais si Vincent faisait vraiment chanter Robert, alors il devait avoir des preuves, des documents, quelque chose de tangible. Et si c'était caché quelque part? L'avocat réfléchit un instant avant de hocher la tête. Vous avez raison. Il nous faut trouver ces preuves. La police se lança dans une nouvelle perquisition chez Vincent, maintenant qu'il était conscient et en mesure de leur indiquer des endroits potentiels où des documents compromettants auraient pu être cachés. Pendant ce temps, Sophia, toujours armée de son carnet bleu, multipliait les recherches. Elle repassait chaque conversation, chaque détail noté. Il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas encore compris, mais qui était là, juste sous ses yeux. Au tribunal, l'avocat de la défense utilisait chaque jour pour creuser davantage dans les affaires de Robert Ferrand. Les relevés bancaires, les échanges téléphoniques, tout devait être épluché. Puis, un matin, une nouvelle inattendue tomba. Un carnet noir avait été retrouvé dans le coffre-fort personnel de Vincent. Il contenait une liste détaillée des transactions illicites qu'il avait effectuées avec Robert Ferrand. Mais ce n'était pas tout. Le carnet mentionnait également le nom d'autres complices, des hommes puissants qui avaient tout intérêt à voir Robert échouer. Alors que l'avocat de Marc se préparait à présenter ses nouvelles preuves, Sophia continuait de réfléchir. Son intuition lui disait que quelque chose d'essentiel manquait encore. Elle se souvenait de ce que Robert avait dit. « Je n'avais pas le choix. Vincent menaçait de tout révéler. » Mais pourquoi? Pourquoi Vincent aurait-il risqué sa vie en menaçant un homme aussi dangereux que Robert? C'est alors que tout s'éclaira. Vincent n'agissait pas seulement pour de l'argent ou par vengeance. Il cherchait à se protéger lui-même. Sophia en parla immédiatement à l'avocat. Et si Vincent avait caché quelque chose d'encore plus précieux que ce carnet noir? Quelque chose qui aurait pu le sauver si tout tournait mal? L'avocat la fixa, intrigué. « Tu veux dire un moyen de pression contre Robert? » « Oui, peut-être qu'il a laissé un indice quelque part, un endroit que seul quelqu'un de proche pourrait deviner. » Sophia savait qu'elle devait parler à Vincent. C'était risqué, mais c'était la seule solution. Accompagnée de sa mère et de l'avocat, Sophia se rendit à l'hôpital où Vincent se remettait doucement de ses blessures. Sa peau était encore pâle, mais ses yeux brillaient d'une intelligence farouche. « Sophia, » murmura-t-il en la voyant entrer, « je voulais te remercier pour ce que tu fais pour ton père. »« Monsieur Vincent, je crois que vous avez caché quelque chose. Quelque chose qui pourrait prouver que c'est Robert qui vous a attaqué et qui voulait faire accuser mon père. » Vincent la fixa, surpris par tant de détermination chez une si jeune fille. « Tu es plus perspicace que je ne l'aurais imaginé, Sophia. Oui, j'ai caché un enregistrement. Une conversation que j'ai eue avec Robert quelques jours avant l'attaque. Je savais qu'il allait essayer de m'éliminer, mais je pensais pouvoir le raisonner. « Où est cet enregistrement ?» demanda l'avocat, désormais attentif à chaque mot. « Dans un endroit où personne ne penserait à chercher. Un coffre dissimulé dans mon jardin, enterré sous la vieille fontaine. »
Hélène porta une main tremblante à sa bouche. Comment avons-nous pu passer à côté de ça? Parce que Robert vous a fait regarder ailleurs. Il est très doué pour manipuler les apparences, répondit Vincent avec amertume. Sans perdre une seconde, l'avocat alerta la police qui se rendit immédiatement sur place. L'enregistrement fut récupéré, intact. Le lendemain, au tribunal, l'avocat de Marc fit écouter l'enregistrement en public. La voix de Robert, claire comme de l'eau de roche, menaçait Vincent d'un ton implacable. « Si tu révèles quoi que ce soit, je détruirai ta vie. Et si je dois sacrifier quelqu'un pour y parvenir, je n'hésiterai pas. » Ces mots glacèrent à la salle d'audience. « Monsieur le juge, » reprit l'avocat de Marc, « il est désormais évident que mon client n'a été qu'un bouc émissaire dans cette sinistre machination. Toutes les charges contre lui doivent être abandonnées. » Le tribunal baignait dans une tension palpable. Chaque personne présente savait que ce moment déciderait du sort de Marc Dupont, injustement accusé, mais aussi celui de Robert Ferrand, un homme désormais acculé par ses propres mensonges. L'enregistrement trouvé grâce à Sophia était une preuve irréfutable. Pourtant, l'avocat de Marc savait qu'il devait consolider son argumentation pour qu'aucun doute ne subsiste dans l'esprit du jury. L'avocat de Marc se leva, son regard déterminé parcourant la salle. « Monsieur le juge, membre du jury, ce que vous venez d'entendre est la preuve indéniable que mon client a été victime d'un complot visant à masquer des activités criminelles orchestrées par monsieur Robert Ferrand. Mais il y a encore une chose que vous devez savoir. » Il marqua une pause, laissant son regard se poser sur Robert, dont le visage blême ne cachait plus sa panique. Vincent Coria, la victime supposée de mon client, n'a jamais voulu accuser Marc. Ce dernier ne s'est trouvé mêlé à cette affaire que parce que Robert Ferrand avait besoin d'un coupable, d'un bouc émissaire parfait. L'avocat brandit un autre document. Voici une lettre écrite par Vincent depuis son lit d'hôpital, expliquant en détail ce qu'il a découvert au sujet des affaires illégales de Robert Ferrand. Il n'a jamais voulu que Marc paie pour ses propres erreurs. Le jury, captivé par ces révélations, écoutait avec une attention quasi religieuse. Se rendant compte que ces manigances ne lui permettraient plus d'échapper à la vérité, Robert Ferrand commença à trembler. Les preuves étaient accablantes, sa culpabilité désormais étalée au grand jour. « Très bien, » cria-t-il d'une voix brisée. « Très bien. Vous voulez savoir? Oui, j'ai tout orchestré. » Vincent avait menacé de me dénoncer si je ne cédais pas à son chantage. J'ai essayé de l'intimider, de l'effrayer. Mais il ne voulait rien entendre. J'ai demandé à Elias de lui donner une leçon, juste une leçon. Mais les choses ont dérapé. Le silence dans la salle d'audience était devenu glacial. « Et Marc? Pourquoi avoir voulu l'incriminer ?» demanda l'avocat de Marc, le regard implacable. « Parce qu'il fallait un coupable, quelqu'un d'inoffensif, quelqu'un qui n'aurait aucune chance de se défendre. Il était là, au mauvais endroit, au mauvais moment. » Un murmure d'indignation s'éleva parmi les spectateurs. La cruauté et l'arrogance de Robert Ferrand dépassaient l'entendement. Après cette confession, le procès de Marc prit une tournure décisive. L'avocat présenta les preuves réunies par Sophia, les enregistrements, les documents financiers, les témoignages. Le juge, impressionné par la clarté de l'argumentation et la sincérité de la jeune fille, prononça finalement son verdict. Compte tenu des éléments apportés par la défense et de la confession de M. Ferrand, il est clair que M. Marc Dupont n'a jamais été impliqué dans l'agression de M. Vincent Coria. Par conséquent, toutes les charges contre lui sont abandonnées. Une vague de soulagement traversa la salle. Sophia serra Lila contre elle, des larmes de joie brillant dans ses yeux. Hélène éclata en sanglots et serra sa fille dans ses bras. Le juge poursuivit. « Quant à M. Robert Ferrand et M. Elias, vous ferez l'objet d'un procès distinct pour vos crimes, incluant agression, conspiration et falsification de preuves. La justice suivra son cours. » Robert Ferrand s'effondra sur sa chaise, anéanti. Son empire bâti sur le mensonge et la manipulation venait de s'écrouler en un instant.
Les jours suivants furent emplis de célébrations et d'un retour progressif à la normalité. Marc fut libéré, accueilli chez lui par Hélène et Sophia, qui ne cessèrent de pleurer et de rire à la fois. « Tu nous as tant manqué, papa », murmura Sophia, blottie contre son torse. « Et vous m'avez sauvé », répondit Marc, sa voix brisée par l'émotion. « Tu as été tellement courageuse, Sophia. Je suis si fier de toi. » Le quartier, qui avait rejeté la famille de Marc au plus fort de l'affaire, tentait désormais de regagner leur sympathie. Mais Hélène gardait ses distances avec ceux qui avaient été les plus cruels. « Nous n'avons besoin que de nous-mêmes », disait-elle en caressant doucement les cheveux de Sophia. Un matin, alors que la famille profitait enfin d'un petit déjeuner serein, Sophia sortit son carnet bleu. « Qu'est-ce que tu écris ?» demanda Marc en souriant. « Je note tout ce qui s'est passé, » répondit-elle en hochant la tête, pour ne jamais oublier que la vérité finit toujours par triompher. Échangea un regard attendri avec Hélène. « Tu veux qu'on fasse quelque chose de bien de toute cette histoire ?» proposa-t-il. « Aider d'autres personnes comme nous, qui font face à l'injustice. »« On pourrait créer un groupe d'entraide, » suggéra Hélène. « Offrir un soutien juridique et moral à ceux qui en ont besoin. »« Oui, » ajouta Sophia avec enthousiasme, « pour que plus jamais quelqu'un n'ait à subir ce qu'on a traversé. » Et ainsi, la famille Dupont entreprit de bâtir quelque chose de nouveau. Quelque chose qui apporterait de l'espoir à ceux qui en avaient besoin. Des mois plus tard, alors qu'elle jouait dans le jardin sous le regard bienveillant de ses parents, Sophia savait qu'elle avait accompli quelque chose de grand. Non seulement elle avait sauvé son père, mais elle avait aussi appris une leçon essentielle. Peu importe à quel point les ténèbres peuvent être épaisses, une simple flamme de vérité peut suffire à les dissiper. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. L'aventure de Sophia, une petite fille pleine de courage et de détermination, nous rappelle que même les voix les plus petites peuvent faire trembler les plus grands mensonges. À travers son amour inconditionnel pour son père et sa quête inébranlable de la vérité, Sophia a prouvé que l'espoir et la justice peuvent triompher, même dans les moments les plus sombres. Nous espérons que cette histoire vous a captivé, ému et peut-être même inspiré. N'oubliez jamais que la vérité finit toujours par éclater, peu importe combien elle peut être enfouie. Merci de votre attention et de votre soutien. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. Votre soutien compte énormément pour nous. Et surtout, rappelez-vous, face à l'injustice, il ne faut jamais abandonner. À très bientôt pour une nouvelle histoire tout aussi fascinante.